La compo probable, on en parle, on est à la veille du match. Alors Camavinga devait remplacer Rabiot, c'était on va dire à peu près, car Rabiot est suspendu, c'est à peu près la tendance. Mais selon vos informations, cette tendance a du plomb dans l'aile et a évolué. Récit, Sébastien. Non, mais les choses sont évolutives avec Didier Deschamps ces derniers temps. Et hier, on vous le disait, effectivement, la tendance en interne était à une titularisation de Eduardo Camavinga à la place d'Adrien Rabiot suspendu. Les choses ont un peu évolué. Il y a une réflexion qui est en cours. Ça ne veut pas dire qu'il va pas jouer. Ça veut juste dire qu'il y a une réflexion qui est en cours, qui peut aussi concerner Antoine Griezmann d'ailleurs. Donc voilà, il y a des incertitudes par rapport à ça. En revanche, une autre information de la chaîne L'équipe que l'on peut vous confirmer, c'est que Randal Kolo Muani pourrait, là encore, il pourrait, on est au conditionnel, mais c'est une tendance, il pourrait être récompensé de son entrée en jeu lors du dernier match en huitième de finale, et il pourrait obtenir une titularisation. En tout cas, c'est une piste de réflexion importante aujourd'hui dans le staff. Si j'en crois en tout cas cette dernière tendance, selon vos informations, mon cher Sébastien, si Kolo Muani débute ou débuterait et pas Camavinga, quid de la position d'Antoine Griezmann? Mais c'est la grande question. C'est la grande question parce qu'il y a une satisfaction notamment du match de Jules Koundé avec associé à Antoine Griezmann sur le côté droit. Au milieu de terrain, je pense que les derniers entraînements d'Eduardo Camavinga ne penchent pas en sa faveur, que son entrée en jeu catastrophique lors du troisième match de poule ne plaide pas non plus en sa faveur, mais en revanche, son talent, son expérience en club, même s'il est très jeune, plaide en revanche en sa faveur. Donc voilà, il y a des réflexions qui sont à mener. Vous l'avez vu lors du dernier match, il y avait eu une mise en place qui avait été effectuée par Didier Deschamps, et puis le lendemain, il a changé au petit déjeuner. Donc voilà, c'est une nouvelle méthodologie. Il y a peut-être aussi des réflexions qui sont poussées un peu plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, à l'entraînement, lors de la séance à huis clos, il n'y a pas eu de mise en place d'un 11 titulaire. Ouais. C'est passé comment? Il a continué à brouiller les pistes? Comment il brouille les pistes, Didier Deschamps, pour expliquer à nos téléspectateurs? Il mélange ses compos? Ouais, on peut brouiller les pistes de différentes manières. Alors, lors du dernier match, il avait vraiment fait une mise en place et puis il a changé le lendemain. On aurait dit les grandes heures de Roger Le Maire, mais je pense pas qu'il soit quand même arrivé à ce degré comment dire, c'est pas le bon terme, mais de ce degré de parano. Donc je pense simplement que sa réflexion a évolué. Peut-être qu'il a aussi parlé avec ses cadres. Là, effectivement, il a brouillé les pistes, il a mélangé les équipes. Il a procédé déjà comme cela lors d'un des matchs du premier tour. Voilà, il a une méthodologie qui varie selon les matchs. Si vous dites qu'il n'est pas forcément parano, type Roger Le Maire, il a des doutes, donc, Didier Deschamps. Il réfléchit. Il réfléchit. Alors, vous avez au moins, je sais plus qui est là sur le plateau, mais il y a au moins Claude Leroy. J'imagine que c'est bien de réfléchir pour un entraîneur, mais je pense qu'il réfléchit parce qu'il est comme nous. Il voit bien qu'il y a certains joueurs qui sont un peu cuits. Je pense que si Antoine Griezmann était dans la forme de sa vie, la question elle se poserait pas. Il jouerait au milieu de terrain. Et puis ça serait réglé la question comme en 2022. Là, il voit bien qu'Antoine Griezmann il est pas dans la forme de sa vie. Kylian Mbappé l'a confirmé tout à l'heure à sa manière. Donc il y a beaucoup de réflexions, oui, bien sûr. On vous met légèrement sur pause parce qu'on va évoquer évidemment ce match avec nos chroniqueurs. Évidemment, vous vous invitez. D'ailleurs, j'aurai quelques petits lancements pour vous car on a pas mal papoté pour préparer cette émission ensemble, Sébastien. France-Portugal, c'est demain à Hambourg, 21h, choc entre deux très grandes nations du football. Sur le papier, il y a des joueurs expérimentés à tous les postes. Difficile donc de dégager un favori, mais en général, lorsque la France croise le Portugal, c'est en général la France qui s'impose. Sur les 14 derniers matchs contre le Portugal, la France compte 11 victoires. Alors voyez-vous la France éliminer le Portugal? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, et c'est parti pour le 2. Voyez-vous la France éliminer le Portugal? Non, nous dit Éric Blanc. Oui, nous répond Siani Dalma. Siani, vous avez dit oui. Quels sont votre ou vos arguments sur 30 secondes? Bien évidemment, on vous écoute. Non, Siani dit oui. Président, à vous de trancher, Claude. Mais moi, je serais du côté de Siani aussi un indécrottable optimiste, à savoir que je pense qu'il a surjoué avec le Portugal. Si Cristiano Ronaldo n'est pas au musée Grévin, il en prend le chemin.
Et je pense que l'équipe de France, effectivement, a fait un 8e de finale catastrophique. Mais on disait aussi qu'avant le match contre la Belgique, les Belges allaient poser d'énormes problèmes sur les côtés par leurs joueurs extérieurs, ce qui n'a jamais été le cas. C'est peut-être aussi ce qui fait réfléchir Didier Deschamps pour la composition de son équipe à la position de Griezmann. Et je crois que contre le Portugal, on sera beaucoup plus prêt physiquement que les Portugais pour ce 8e de finale. Je pense qu'on va se qualifier. Siani, vous n'avez que 30 secondes pour défendre vos arguments, mais vous sentiez des faiblesses du côté du Portugal. Est-ce que vous pouvez nous en énumérer une ou plusieurs? Offensivement, alors effectivement, ils en ont passé 3 contre la Turquie, mais après, je trouvais qu'il y avait des manques offensifs, et notamment Cristiano, qui est titulaire, qui joue, mais qui n'est pas forcément au rendez-vous. Ils ont quand même été jusqu'au tir au but contre la Suisse et ils n'ont pas réussi à marquer. Donc je pense que contre une équipe comme l'équipe de France, qui est solide défensivement, justement, si pour moi ils n'arrivent pas à marquer et que c'est leur point faible depuis 2 matchs, finalement ils n'ont pas marqué, les Portugais, va falloir quand même y aller pour percer la muraille française. Les Portugais, ils ont marqué 5 buts, ils ont fait l'impasse. Oui, mais ils n'ont pas marqué contre la Slovénie. Moi, je vous trouve dur. Non, ils ont perdu. Parce que je trouve que Ronaldo, ok, c'est plus celui qu'on a connu, mais dans ses frappes sur les coups francs, c'est très puissant. Je trouve qu'il a du mental. Ok, il cadre rien et nous, on cadre quoi? Donc moi, aujourd'hui, quand on me dit que la défense française est bonne, non mais... C'est pas que je suis contre la France. Je dis qu'aujourd'hui, les Belges ont été inoffensifs. C'est bien fait pour eux. Ils ont fait un anti-football pendant 80. Qu'ils soient piqués par un but au Togo, c'est bien fait. Ils n'ont rien fait. Parce que dans les 10 dernières minutes, quand ils étaient menés, ils ont montré qu'ils auraient pu amener, je dirais, faire un jeu offensif. Personne nous a joué réellement en attaque. L'Autriche, la Pologne, match nul. Eric, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pu être très bon offensivement. On n'a pas trouvé la clé parce que les équipes sont regroupées. Donc maintenant, tu dis que le Portugal va jouer offensivement, va jouer le jeu, et c'est peut-être là qu'on va avoir les espaces, qu'on va être meilleur aussi à ce moment-là. Oui, on va peut-être trouver des espaces. Est-ce qu'on va marquer? Aujourd'hui, me dis pas que c'est. Non, mais Eric, tu utilises l'argument. Non, mais je rejoins. Alors, dis-moi, Claude, il me parle du dernier match. Les 3 matchs sont nuls. Non, mais tu me dis. Arrêtez de me parler. Eric, tu utilises juste l'argument. Les 3 derniers. Que le Portugal va nous mettre en difficulté. Moi, je te dis que peut-être qu'on va être meilleur offensivement parce que le Portugal va sortir. Mais les équipes qui ont joué contre nous, elles ont joué regroupées. Je suis désolé. Vous avez aujourd'hui la certitude que le Portugal va sortir? Non, un peu plus que les autres, je pense. Un petit peu plus que les autres. Mais ils sont plus offensifs. Cristiano Ronaldo, moi je regarde. Non, mais Ronaldo, ils ont aussi Jota. Ils ont d'autres joueurs. Il n'apporte quasiment plus rien. Ça fait 2 matchs qu'ils n'ont pas marqué quand même. Il est là sur certains coups, comme jouent les vieux joueurs en fin de carrière qui sentent certains coups. Il peut effectivement. Il est dangereux, il fait des enchaînements rapides. Moi, je le vois plus statique, mais pied gauche, pied droit, il m'impressionne encore. Ce qui m'étonne, il peut claquer un but, Ronaldo. Avec cette équipe de France, et si on déroule tout depuis le début, c'est avant la compétition, il y avait des gros doutes sur Maignan qui n'avait pas beaucoup joué, qui avait été blessé. Il y avait Koundé. Il pouvait servir à rien en position d'arrière latérale. La paire de défenseurs centraux, elle était absolument pas complémentaire, puisque il y avait Saliba qui jouait sur un côté où il évoluait jamais habituellement. Et tout à l'avenant, comme ça. N'Golo Kanté, on se demandait ce qu'il revenait faire avec de l'Arabie Saoudite. Et tous les joueurs, il y avait des doutes énormes. Les seuls sur lesquels il y avait quelques certitudes sur le talent, c'était Griezmann, Kylian Mbappé. Après avoir entre Colomboigny et Thuram. Et puis petit à petit, tous ces doutes ont été levés sur certains joueurs qui étaient le plus au cœur du doute de cette équipe de France. Et maintenant, peut-être que ceux qui sont les plus sous le feu des critiques en ce moment, Griezmann, Mbappé, ce sont ceux qui vont permettre à l'équipe de France de franchir le palier.